Charlotte, Visage d'enfant, pour toi, c'est quoi? Eh bien, c'est d'abord un film qui me frappe aujourd'hui par son réalisme psychologique, on reviendra peut-être là-dessus, et puis aussi ses décors. L'équilibre qu'il trouve entre justement le réalisme, voire le naturalisme, les décors réels, en partie réels, et les petits moments qui sont comme des précipités de forme, de formalisme. Alors on n'est pas du tout dans l'avant-garde, mais il y a quand même quelques séquences très frappantes sur lesquelles on peut revenir. On n'est non seulement pas du tout dans l'avant-garde, mais même Feder a longtemps été considéré comme l'un des plus anti-avant-gardistes des réalisateurs français. Et pourtant, Jean Mitry, qui a été l'un des pères des avant-gardistes, lui qui, pour le compte, a toujours dit que Visage d'enfant était peut-être le plus grand film du cinéma muet français. Oui, et c'est aussi ce que disait Marcel Carné, qui a assisté Jacques Feder, qui a été l'assistant de Jacques Feder. Il disait, il vit cinéma, il pense cinéma, il est habité tellement par le cinéma qu'il y a une force presque de synthèse de tous ces mouvements. Il n'a pas forcément à choisir son camp, et heureusement pour nous, je dirais. En gros, quand on dit toujours le silence après une sonate de Mozart, c'est encore du Mozart, Feder, c'est quelqu'un qui a une touche inimitable et dont la sensibilité n'a vraiment pas été atteinte, sauf peut-être par des metteurs en scène vraiment des doyons, des gens comme ça qui savent toucher très juste. Ce qui me frappe aujourd'hui avec ce relatif oubli du cinéma de Jacques Feder, et en tout cas de Visage d'enfant, c'est que du coup on a presque un chaînon manquant de l'histoire du cinéma, de l'histoire des enfants au cinéma. Aujourd'hui on est habitué, et notamment avec des films comme Paunette de Jacques Doyon, ou bien même avant Luigi Comencini par exemple, on est habitué à ce que les enfants aient une psychologie, soit des personnages à part entière, qu'il leur arrive des choses et qu'ils soient au centre vraiment des intrigues, des récits de films, et qu'on travaille aussi sur leur point de vue, y compris jusque dans la forme, comment créer une forme de subjectivité enfantine avec ses souvenirs propres de cinéaste et avec les moyens propres du montage par exemple. Et en fait finalement c'est très tôt que ça arrive là, mais l'histoire du cinéma telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui ne se souvient pas de cette figure d'enfant-là. C'est-à-dire qu'on a comme mémoire des enfants de cinéma, du cinéma muet, plutôt des espèces de... Des comiques, Boudzan, bébés, oui. Choses comme ça. J'allais dire des poupées presque, des marionnettes. On les instrumentalise quand même beaucoup. Et là, le film, alors c'est pas tout à fait le début, mais au début du film, moi, ce qui m'a vraiment accroché, c'est le moment où Jean, le petit Jean, qui a une dizaine d'années, regarde son père pleurer. Voilà. Et que ça, ce soit un événement dans ce film-là, de cette époque-là, ça y est, on a compris qu'on passe dans une autre dimension. Ceci dit, je ne sais pas quelles sont les influences de Feder, mais le fait que Feder ait montré aux habitants de Saint-Luc le Kid, qui date de 1921, donc 2 ans plus tôt, Jackie Coogan est probablement le premier enfant qui a été pris au sérieux par un adulte. Et c'est vrai que ces films presque se répondent. Chaplin se met au centre du plan, comme toujours. Chez Feder, il n'y a pas cette tentation-là. Et à l'évidence, toute la place est donnée à ces 2 enfants. 2 enfants qui sont dans une immensité, l'immensité des montagnes du Valais, qui sont tout petits par rapport aux adultes, par rapport aux montagnes, par rapport aux chalets, par rapport à tout ça. Et pourtant, c'est autour d'eux que bouge la caméra, qu'évolue le récit. C'est vrai que cette construction autour de l'enfant sensible est quelque chose qui naît probablement à ce moment-là avec Jacques Feder. Oui, et il y a une harmonie, voire une sorte de symbiose entre l'hypersensibilité de cet enfant, qui est même dite dans les cartons. Ça aussi, c'est quand même une nouveauté, cette psychologie assez précise, et en même temps, la sensibilité au sens quasiment physique de l'émulsion et du cinéma. Et on sent que Feder a vraiment plaisir à aboucher les deux. Et que pour lui, c'est ça. C'est cette restitution-là de cette sensibilité. Je trouve qu'il y réussit particulièrement. On est en 1923. Feder tourne Visage d'enfant à Saint-Luc, dans le Valais, en Suisse. Il le tourne en été, entre mars et septembre, alors que il faut qu'on ait l'impression que c'est l'hiver. Donc il prend le village le plus élevé d'Europe, à 2800 mètres d'altitude, là où les gens n'ont jamais vu un film, il n'y a pas de cinéma.
Il va débarquer avec son équipe, il va construire un faux cimetière, il va leur montrer ce qu'est le cinéma en faisant des projections de films de Chaplin. Et puis il a des producteurs suisses qui s'appellent Zubalov et Porchet. Et c'est pour ça qu'on tourne en Suisse, même les extérieurs. Les intérieurs sont tournés à Joinville. Et sur ce point de départ, Feder va tourner un film très précis, à hauteur de cœur d'enfant, une sorte de fable extraordinaire qui ne peut que vous absorber et vous toucher, alors que c'est très difficile de dire finalement de quoi il en retourne, à part de ce choc à choc entre deux cœurs d'enfant. Alors oui, il y a les deux. Il y a l'aventure extérieure, on pourrait dire, et l'aventure intérieure. L'aventure extérieure, c'est que, comme vous disiez, il y a des décors réels et qui sont en eux-mêmes assez impressionnants et qui rappellent d'ailleurs les films muets, par exemple de Maurice Stiller ou bien de Victor Sjöström. Et puis cette neige qui est dans les films scandinaves muets de l'époque et surtout les mélodrames. Je pense qu'il y a une vertu émotionnelle, on pourrait dire, de la neige dans les mélodrames scandinaves et qu'on retrouve dans ce film-là. Donc il y a l'aspect nature qui est très fort. Je pense à Johan aussi, le film de Stiller, puisqu'il y a des rapides qui sont très importants dans Visage d'enfant. Et puis, en fait, cet extérieur raconte aussi, bien sûr, ce rapport à l'extérieur, aux saisons, au travail de la terre, raconte bien sûr aussi une aventure très intérieure. C'est-à-dire une sorte d'initiation à la vie, chose qu'on est habitué à voir dans les teen movies aujourd'hui, mais qui est très novatrice à l'époque. Oui, c'est peut-être l'histoire d'un village où il n'y a pas d'histoire, puisque chaque année, la vie recommence avec son rythme séculaire. Alors, il faut savoir une chose, c'est que le tournage a été très compliqué. Il y a eu des accidents. 6 personnes ont failli se noyer pendant le tournage dans les cascades. Du coup, ils ont décidé de tourner les plans de l'enfant dans l'arbre en studio à Joinville. Alors que le reste de la séquence de cascade est tourné dans un petit ruisseau, et puis les grands plans larges évidemment sont sur une cascade. Ils vont avoir très froid, ça va être très long. Il va y avoir des problèmes juridiques absolument énormes, c'est-à-dire que Feder rentre à Paris et va commencer le montage, mais il a monté une association avec René Herville et Max Linder qui s'appelle les producteurs indépendants, qui va très très mal se passer. Donc pendant 1 an et demi, les films sont bloqués, il ne peut pas monter Visage d'enfant. Et puis le film va sortir finalement en 1925 et va être un désastre, comme souvent les très grands films, mal compris par le public. Le film disparaît et le film va avoir pendant très longtemps la réputation d'un film disparu, d'un film qu'on ne verra jamais, sauf dans une copie 9 mm et demi très abrégée à la Cinémathèque de Bruxelles, Cinémathèque royale de Belgique, de Ledoux. Mais l'histoire raconte que le High Film Institute retrouve une copie partielle. Ils vont voir la Cinémathèque française et au milieu des années 90, avec la Cinémathèque royale de Belgique, ils font le premier montage, la première reconstruction de ce film, suivi d'une première restauration en 2003. Et là, le film est une révélation, il va passer sur Arte, une musique va être composée par Antonio Coppola et interprétée par l'Octueur de France, c'est celle que vous allez entendre, et le film va devenir un éblouissement. Et ce n'est qu'en 2015 que nous avons repris l'ensemble des travaux faits jusque-là. Nous avons retrouvé encore 3 éléments nouveaux. Nous avons fait une restauration avec les systèmes numériques modernes, si bien que le film est aujourd'hui au plus proche de ce qu'il a été à l'époque. Une merveille de lumière, une merveille de sensibilité, une merveille de teintage. Vous verrez, il y a des plans comme on le faisait à l'époque. Le jaune voulait dire le soleil, le bleu voulait dire la nuit. Ça, c'était le teintage. Il y avait le virage, on pouvait aussi teinter les blancs. Donc vous avez des plans qui sont roses et bleus, mais ils étaient comme ça dans l'origine, et pas noir et blanc. Et à l'arrivée, avec cette musique d'Antonio Coppola, ça fait une sorte de poème cinématographique, de chant, une œuvre. Voilà. Jacques Feder était un immense réalisateur, de l'Atlantide jusqu'au baiser, jusqu'à la kermesse héroïque. C'est quelqu'un qui savait tout faire, c'est quelqu'un qui respirait le cinéma. Tout ce qu'il touchait, il le transformait en merveille absolue. Et je crois que la merveille de toutes ces merveilles, c'est Visage d'enfant. Si dans 2 heures, à la fin du film, vous pensez différemment,
veuillez vous adresser à la direction du Festival de La Rochelle. Bonne projection.